Alain. Bonjour Cédric. Comment ça mon poulet? Le Dahu. Le Dahu comme tu dis. Hein. Le Dahu le plus beau, le Dahu en plus cavale. fort, le Dahu en cavale. Alors, on va se poser un petit peu là. Bon, alors depuis ce GR, Très bien comment ça s'est passé? Très bien remis. Bonjour à tous. Très bien remis et très bien repris le travail dans le vif du sujet, si j'ai envie de dire. Et tu le sais puisque tu étais, j'étais avec toi. avec moi. Donc voilà, on a bien repris. Voilà. Bien en repris, 2 heures, ouais, en 2 heures, j'avais oublié le GR, je savais même pas que j'étais parti. Ah non mais moi c'était Voilà. exactement la même chose. Pareil. Tu parles, j'arrive même pas à me lever le matin. Pareil. Bon, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Dahu en cavale. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, je suis en présence de mon excellent collègue Alain. Voilà, qui a fait le GR avec moi, avec Dolfo Touring aussi, qui était présent au départ. Et on n'oublie pas évidemment hein, un petit coucou à Mathias. Un petit coucou à Mathias. Voilà, qui nous a rejoint pendant le périple, hein, comme vous avez pu le constater tout simplement dans les stories. Déjà un grand merci à tous de nous avoir suivis. De nous avoir soutenus. Déjà soutenus, suivis, envoyé pas mal de messages, même si j'ai pas pu répondre à tout le monde, ce qui paraît logique, j'avais même plus de téléphone à ce moment-là. On n'avait pas trop de réseau non plus. Hein, non, c'est pas faux. Dans les vallées, dans certaines vallées, en fait d'une manière générale, on n'avait quasiment pas de réseau. Ah non, mais ça c'est clair. La moindre petite barre de capté, du coup on mettait les stories. Exactement, ouais. Du coup tu as eu la gentillesse de me prêter ton téléphone vu que le mien... J'aurais matériellement participé à cette petite poursuite entre guillemets. Voilà. Donc du coup nous faisons cette vidéo sur l'initiative du Dahu pour répondre à toutes vos questions. Voilà, parce que je vous ai posé, j'ai mis un petit post hein, sur Instagram et sur Facebook en vous demandant tout simplement quelles étaient vos questions sur le GR. Donc j'en ai eu pas mal, je les ai toutes ici. Hein. Donc on va directement commencer par Instagram, tout simplement, en premier temps. Donc la première question qui nous a été posée, déjà, en premier temps, ça a été combien de temps à l'avance on s'y est pris en fait pour pouvoir directement préparer notre projet. Combien de temps on a mis, quel a été le rôle que chacun de nous a joué pour la préparation du projet. Donc voilà Alain, tu as la question, je vais te laisser y répondre. Presque un an, voilà, quasiment un an. Déjà pour l'instigateur on va dire du projet c'est Cédric, hein, le Dahu en cavale. C'est lui qui a posé un petit peu ce projet sur la table. Et ça m'a tout de suite plu parce que moi je suis joueur et j'aime les défis et donc du coup je me suis rapproché de lui et je lui ai demandé si ma présence le dérangeait ou pas. Il m'a dit t'es le bienvenu avec le plus grand plaisir, fatalité. Je me suis greffé au projet et a suivi Dolfo Touring, donc l'autre Cédric. Voilà. Exactement. Donc nous nous sommes réunis à plusieurs reprises, nous avons créé un groupe sur Facebook et nous nous sommes mis d'accord sur progressivement le matériel, l'itinéraire. Chaque réunion avait un sujet particulier, donc le premier, si je dis pas de bêtises, c'était l'itinéraire. C'était l'itinéraire, donc le but était de savoir en fait par où on allait passer. Alors c'est vrai que certes c'est le GR5, il est balisé, on est d'accord, mais on avait un objectif de time, on ne devait pas dépasser 18 ou 19 jours. Donc il a fallu d'une manière assez drastique hein, qu'on modifie légèrement le tracé afin de couper un petit peu par l'Italie. Alors certains diront c'est triché, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que ça a certes enlevé quelques kilomètres, hein, au total on aura fait 550-560 km. À ma montre j'ai 600 et quelques kilomètres, mais bon les virages, tout le reste bref, mais en tout cas ça rajoutait du dénivelé. Voilà, notre objectif premier c'était avant tout de relier le lac Léman à la mer Méditerranée et l'objectif a été on ne peut plus rempli. Donc voilà, nous c'était notre objectif par rapport à notre notre impératif de temps. On s'est vite rendu compte que le GR à proprement parler en lui-même n'était pas possible. Ça c'est clair. Donc voilà, Cédric aidé d'autres personnes. On a eu Olivier, Olivier Vital qui est un sapeur-pompier tout simplement qui travaille avec nous et qui nous a aidés largement dans la conception du tracé, donc au niveau de la partie italienne. Ouais, c'est ça, donc la Via Alpina hein, pour préciser, donc la partie italienne qui a démarré au niveau du pas de l'Anchastrail et qui a terminé au col de la Lombarde, donc à Isola 2000. C'est ça, donc partie beaucoup plus aérienne. Ouais, complètement, beaucoup plus aérienne et puis très minérale, mais aussi, très intéressante. Oui, très intéressante. Ok Alain, donc on va passer à la question numéro 2. Donc c'est Lara qui pose la question et qui nous dit le retour au monde réel n'est pas trop dur. ?
point d'interrogation. Je connais en plus cette personne. Donc petit clin d'œil. Honnêtement, toc. Non, c'est pas trop posé. Moi, je me suis pas eu le temps vraiment de me poser des questions. Si, forcément, c'est dur. C'est pas évident, mais je pense que le travail qu'on fait est quand même assez prenant. Et sur le moment, j'ai eu un très bon équipage et des interventions vraiment géniales qui ne m'ont pas permis, qui ne m'ont pas laissé le temps de me laisser poser quelques questions que ce soit. Sur le retour. Donc sur le retour, oui, le retour est difficile forcément puisqu'on est 3 semaines dans la nature à penser à des choses plus basiques entre guillemets. Complètement. Bien marcher, juste manger, boire, avancer entre guillemets. Se laver de temps en temps. Se laver, voilà, de temps en temps. Partiellement. Voilà, on a le temps. Ouais, bref. Mais oui, non, si, pour résumer, si c'est quand même le retour pique un peu au début, peu, ouais. Mais après ça passe. Moi je rejoins entièrement l'avis d'Alain, surtout que moi j'ai eu de la chance parce que mon week-end de garde a été plus ou moins tranquille, hein, on va dire, t'as ramassé pour moi quoi. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça, voilà. Donc c'était plutôt bien. Non, le retour à la réalité, là où c'est difficile, c'est juste que on avait un esprit de cohésion, il y a eu un groupe qui s'est formé pendant ces 3 semaines avec un détachement total de la réalité, c'est-à-dire qu'on n'était plus du tout dans le monde de tous les jours, dans la vie de tous les jours avec nos chéris, nos familles, nos amis. Et c'est vrai que quand on revient d'un coup comme ça à la réalité et qu'on se retrouve à la maison, à devoir reprendre son petit train-train normal, ça fait un petit choc sur le moment parce que on a quand même vécu quelque chose qui, je pense, est assez fort. La fatigue et la pression de l'objectif retombent. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que voilà, il y a une petite transition quand même. Il y a quand même un petit quelque chose, voilà. Mais en tout cas, ça s'est fait de manière naturelle et assez facile. Voilà. On va passer maintenant à la question suivante qui a été posée donc par Thiel d'Aventure et qui nous dit... Alors, je pense que là ça me concerne surtout, c'est comment tu as fait pour ta cloque sérieusement au niveau entretien. Ah oui. Je dis ça me concerne, mais au final tu as quand même été l'un des acteurs premiers. J'ai contribué une fois à te soigner. Une fois à me soigner, mais j'avoue que ça a bien fonctionné quand même. Ça a bien fonctionné puisque d'après ce que tu m'as dit, elle a cicatrisé pendant le GR. Exactement. Donc voilà, donc pour répondre vraiment à cette question, comment j'ai fait, en gros, au tout début c'était du compide avec du strap et de l'éosine, c'est ça, de l'éosine pour bien sécher correctement. Ouais. À l'issue, j'ai écouté ma chérie qui m'a dit clairement il faut arrêter le compide. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand c'est plus une cloque, c'est une plaie. Et un compide sur une plaie, non. Voilà, non. Ouais, non, du coup, la manière dont j'ai traité ça, c'est pansement. Enfin, d'abord éosine, on va dire, la veille pour laisser sécher toute la nuit. Ensuite, un bon petit pansement dessus le matin avec du strap tout autour pour protéger. Et surtout, je pense énormément de Moraline et de Motivex. Ça, je note que c'est une qualité dont tu fais preuve qui est absolument incroyable. Il n'y a pas eu d'autre solution, quoi. Parce que c'est vrai que tu as eu une cloque très mal placée qui a duré très très longtemps et qui s'est transformée en plaie. Donc ça a été vraiment quelque chose de difficile. Je pense, je sais pas si vous vous imaginez marcher une centaine de kilomètres avec une espèce de plaie sur le côté du pied qui frotte en permanence sur votre chaussure. C'était pas agréable. Voilà, j'ai connu mieux. C'est particulier. Alors pour ma part, je n'ai rien eu du tout. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je me tairai. Bonne nouvelle. Disons que je m'y attendais un peu. Disons que j'ai marché avec des chaussures que je connaissais par cœur et que je savais que j'aurais aucun problème. Et qui a très bien fonctionné en tout cas sur le GR. Donc félicitations Alain. Honnêtement, très bon choix de chaussures que je ne prendrai pas peut-être pour l'AD, mais dans tous les cas, il n'y a pas grand monde qui les très bon choix de chaussures. Alors, question suivante, c'est Manu 98 000 qui dit votre partie préférée. Waouh. Ouais. Waouh. C'est une question difficile. C'est une question très difficile. Ouh là là, difficile. Difficile, mais je pense pouvoir pour ma part y répondre assez facilement. Moi, j'ai aimé l'ensemble du GR, ça c'est un fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, si je dois dire ma partie préférée, il est vrai que j'ai été très surpris par l'Italie parce que je ne m'attendais pas du tout à un tel dénivelé. Pour ma part, c'est ma faute, j'avais peut-être qu'à regarder les courbes avant de s'y engager, je ne dis pas le contraire. Dans tous les cas, c'était une belle surprise de la partie italienne parce que de 1, c'était la Via Alpina et ça changeait du train-train quotidien du GR5, tout simplement. C'est vrai que c'était différent. Voilà, les décors ont aussi changé. Alors, je dirais pas que c'était plus joli, loin de là, c'était différent. Voilà, c'est le bon mot. Donc ouais, ma partie préférée, voilà, c'est plus le côté italien pour le côté surprise, le côté difficulté, le côté challenge avec le pas de l'Anchastrail et la tête de l'Anchastrail qui était presque à 3000 mètres. C'est plus ce côté-là qui m'a beaucoup, on va dire,
plu, beaucoup intrigué. Maintenant, après, l'ensemble du Gers est tout simplement sublime, que ce soit la partie des Hautes-Alpes ou la partie des Alpes du Sud, il n'y a rien à dire. Alors pour ma part, la partie que j'ai le plus aimée, c'était la partie entre Samoins et les Ouches. Ok. Sauf la descente du Brévent, par contre. Ah, la descente aux Ouches, ça piquait un peu beaucoup. Mais la partie entre Samoins et le Brévent, donc on va dire, avec le refuge au milieu, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'était le refuge de Willis qu'on a croisé un peu avant. Oui, c'est vrai. Avec un jeune où nous avons aidé à monter un poulailler avec des sacrées pierres. Donc voilà, c'était assez pas mal. Ok, question de Arnaud Randonneur de l'Ombre qui nous dit quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et qu'est-ce que vous améliorerez pour y faire, on va dire, pour les affronter ces difficultés, quoi, tout simplement. Ok, vas-y Alain, commence. Quelles difficultés on a rencontrées sur ce GR, qu'est-ce qui a pu être vraiment une difficulté pour nous? C'est pas évident parce que c'est vrai que ça s'est relativement bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. On a tout bien pensé en amont. Pour ma part... alors je prends désolé, si je devais refaire la même chose. Alain, le super-héros. Je demanderais simplement à mon ami le Dahu qui est à côté de moi de ne pas prendre sa tente. Et on partagerait ma tente qui est assez grande. C'est une question justement qui vient après d'ailleurs. C'est parfait, tu as bien fait de rebondir là-dessus. Voilà, mais c'est tout parce que du coup on aurait une tente pour deux, ça aurait économisé un peu de poids. Après, véritablement, si je dois repartir tout de suite, je repars dans la même config avec que je suis parti. Alors moi, pour répondre plus précisément du moins à la question, oui, il y a une difficulté sur l'ensemble du GR que je pense on a tous affronté. C'est qu'en réalité, il n'y a pas de temps de récupération. Voilà, il n'y a tout simplement pas de temps de récupération entre chaque journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque étape de la journée est un véritable challenge, est un véritable défi, parce que même quand la journée se termine, qu'il est 18, 19, voire 20h, 20h30, il faut se rappeler on est déjà arrivé à 22h, je crois, même jusqu'à 22h, Isola 2000. En fait, la seconde partie continue, c'est-à-dire trouver l'endroit de la zone de bivouac, monter le camp, faire à manger, essayer de se laver, faire la lessive un minimum. Dès qu'on peut. Penser les bobos pour ceux qui en ont. Du coup, c'est vrai que tout ça fait tirer les journées jusqu'à 22, 23 heures, voire même des fois on s'est couché à minuit parce que on est quand même un groupe et que quand on est un groupe, on n'est pas tous à la même vitesse, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Le soir on discute, on aime bien papoter, c'est exactement aussi ça. Et du coup pour nous, je pense que qu'est-ce qu'on pourrait améliorer là-dessus, ça je pense qu'en réalité c'est juste, c'est de l'expérience qu'on acquérit chacun de notre côté pour arriver à être plus rapide, plus autonome sur les réflexes et autres. Mais c'est vrai qu'en termes d'amélioration, niveau matériel, je pense qu'on a tous essayé dans la mesure du possible d'avoir le matériel qui nous convenait à chacun le mieux, malgré les différentes défaillances qu'il y a pu y avoir. Pour la nourriture, je pense qu'on n'a pas eu de problème. Honnêtement, il y a eu une gestion de la nourriture qui était au top. Très bien. Dès qu'on pouvait, on se ravitaillait. Pour aller sur l'essentiel de la question, en gros pour moi, en résumé total, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour le prochain trekking? C'est tout simplement de ne pas forcément partir sur 30 km, parce qu'il est vrai que ça fait des journées extrêmement longues. Quand il n'y en a qu'une dizaine à faire, ça va, mais quand comme nous, on est sur 18, 19, voire 20 jours, honnêtement, ça demande pas mal de préparation, c'est un sacré challenge et des fois, ça peut laisser moins la place au plaisir et plus au défi sportif et c'est pas forcément ce qui est recherché. Donc voilà, ça là on savait que de toute façon, dans cette configuration, la configuration de départ, ce serait un défi. Ça, on savait. Question suivante. Partons à la question suivante, donc c'est Yves Laure. Alors, quel est le plus beau tronçon à faire dans le GR5 pour une dizaine de jours? Et merci à vous, chapeau bas. Petit compliment, c'est gentil. Merci beaucoup. Vas-y Alain, alors pour toi, si tu as que 10 jours à faire, que tu vas donc faire en gros une moitié du GR, ou alors pour des gens qui le font en 20 km, je dirais un tiers. 10 jours c'est déjà bien costaud, voilà. Très bien, 10 jours. Qu'est-ce que tu choisirais du coup? Alors moi personnellement je choisirais les Hautes-Alpes et pourquoi? Déjà étant du sud, le sud je connais un peu plus, les Hautes-Alpes, aussi la Vanoise, mais les Hautes-Alpes personnellement j'ai cette vision donc du Mont Blanc qui se détache au loin et qu'on approche au fur et à mesure. J'ai vraiment beaucoup
beaucoup aimé. On a même pensé qu'on allait grimper dessus à un moment. Hein. J'aurais pas dit non, mais là au niveau du timing ça aurait été plus compliqué je pense. Et cette région où, cette partie où on fait on fait un peu le tour du Mont Blanc, du massif du Mont Blanc, et on bifurque après dans une autre région, je sais plus quand on a vu les fromages là, c'était le Beaufortain. Le Beaufortain, et après qu'on passe dans le Beaufortain où on longe la ligne de crête, là c'était super beau, hein. Et qu'on est tombé sur cette petite cave à fromage magnifique. Péter le bide. C'était incroyable. J'avoue. Donc la partie des Hautes-Alpes, j'ai vraiment beaucoup aimé. Jusqu'à la Vanoise, c'est vrai que c'était des parties que je connaissais très très peu, même pas du tout en fait, et je me suis régalé. Voilà. Bah écoute Alain, moi je rejoins ton avis, parce que c'est vrai qu'étant du sud, du coup le Mercantour et du moins la partie italienne, même l'ayant jamais fait avant, c'est quand même des reliefs, des décors qu'on connaît. Tandis que les Hautes-Alpes, j'avais jamais mis les pieds, ou du moins quand j'étais tout petit, on me rappelle pas. Donc ouais, ma partie préférée, si je devais faire pareil sur 10 jours, je redémarrerais tout simplement du lac Léman et j'irais au plus loin. Hein. Là en 10 jours, ça correspondait un peu avant l'Arche, hein, ouais, un petit peu avant l'Arche. Ah oui, Donc oui. du coup, ça permettait vraiment de découvrir des décors qui n'ont rien à voir avec la partie sud, vu qu'on est sur des montagnes beaucoup plus vastes, beaucoup plus écartées, on est sur des vallées en gros glaciaires, hein, c'est un peu ça. Donc du coup, oui, ce serait le choix que je fais. Maintenant, après, si on me pose la question et qu'on me dit qu'est-ce que je dois faire, dans ces cas-là, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez pour habitude de randonnée. Pourquoi? Parce que chez nous, quand même, le Mercantour reste magnifique. C'est des décors, comme tu l'as dit, très minéraux, très en fait, hein, simplement. C'est très beau, mais c'est assez costaud quand même. Voilà, mais du coup, ça permet vraiment de passer sur autre chose. Quand on a l'habitude des Hautes-Alpes, du coup, on est un petit peu dépaysé quand on se retrouve dans la partie sud. Donc en fait, si on doit réellement choisir, moi je pense qu'il faut faire sur 2 ans, 10 jours la première année partie nord, comme ça on découvre toutes les Hautes-Alpes et on termine par le Mercantour et par les Alpes-Maritimes. Question suivante, MCDJ qui nous dit l'endroit le plus éblouissant et la plus grosse difficulté. Bon, pour la difficulté, on y a plus ou moins répondu au début, mais l'endroit le plus éblouissant. Le plus éblouissant, la vue du Mont Blanc. Quand on arrive, qu'on voit le Mont Blanc. Voilà, c'est la plus grosse surprise. Voilà, le Brévent. On arrive au col du Brévent, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on tourne autour du sommet. Complètement, on n'y va pas forcément. Non, on n'est pas côté Cham. On n'est pas côté Cham. Mais par contre, on arrive bien au col du Brévent. Là, on a une vue sur le Mont Blanc qui est absolument extraordinaire. C'est extraordinaire. D'ailleurs, la photo, vidéo, c'est... Et là, vraiment... Moi j'ai fait waouh, j'ai fait waouh tout le temps, mais là on est resté bien on est resté un petit quart d'heure à prendre des photos, parce qu'on a eu des conditions météo à ce moment qui étaient juste génialissimes. Donc voilà, c'est ma vision. C'est aussi la mienne, voilà. Honnêtement, surtout et je pense que Dolfou, le connaissant, pareil, ce serait la vision du Mont Blanc. J'aurais dit à la base, j'allais répondre l'Anchastrail, mais il n'est pas sur GR5, c'est vrai, donc vu que la question est quand même sur GR5, on reste sur GR5. Alors, question de Pat Coquery qui nous dit qu'est-ce que ce petit appareil rouge sur votre épaule droite? Ta balise GPS. Eh oui, alors c'est très simple, je vais y répondre vu que c'est mon appareil. C'est tout simplement une balise GPS de sécurité qui s'appelle Spot Gen 3. Voilà, tout simplement. C'est une balise qui permet d'être localisée en temps réel. Moi j'ai choisi la fonction 1 point GPS toutes les 10 minutes pour une économie de batterie. Du coup, elle a tenu sur les 19 jours du tracé sans aucun souci, environ 10 à 12 heures par jour. Il n'y a jamais eu d'alarme de batterie faible. Donc, en tout cas, pour plus de 3 semaines de périple, aucun problème. Énorme autonomie. Et après, moi j'avais un jeu de pile avec moi. Je crois que je t'en avais donné un au lithium. Il faut utiliser des batteries au lithium. Pile au lithium, c'est celles qui durent le plus, qui sont le plus costauds. Voilà. Et du coup, la balise, elle a 3 fonctions, on va dire, vraiment importantes. Pour tous ceux qui nous ont suivis, vous avez vu que tous les soirs, vous avez un message sur ma page Le Daillot en cavale qui donnait en fait notre position en temps réel et qui disait comme quoi on était bien arrivé au point suivant. Donc ça, c'était une manière de rassurer tous nos proches, tout simplement. Deuxième possibilité, c'est le tracking en 10 minutes par 10 minutes, tout simplement. Donc avec le lien que j'avais publié sur la page Le Daillot avant de partir. Voilà, il vous suffisait de cliquer dessus et en temps réel, vous voyez notre position et la suite du tracé, donc tout ce qu'on avait fait dans la journée. Et le dernier point, c'est le SOS. Donc cette balise, elle permet tout simplement de prévenir les autorités compétentes du pays concerné.
Donc chez nous, pour la France et pour la Suisse, hein, notamment quand on y était. Et l'Italie. Et l'Italie, voilà. Donc ça permet de prévenir en cas de pépin. Ils nous géolocalisent directement en temps réel et ils peuvent envoyer du secours si on laisse, ils envoient du secours si on laisse la balise activée en mode SOS. Donc pour nous, c'était une sécurité d'une part et aussi une manière de rassurer nos proches. Donc je pense que ça a très très bien joué son rôle. Il y a Louis Célie qui nous dit votre prochain défi. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que j'ai proposé quelque chose. Qui me semble déjà très bien. Ça peut être une bonne idée. Alors après, j'ai proposé quelque chose. C'est pas forcément ça qu'on va faire, mais je pense Cédric semble intéressé. Alors là, ce serait juste faire le tour de l'île de Céphalonie et d'Ithaque en kayak de mer. Donc on bivouaquerait sur les criques. L'île de Céphalonie est la 5e plus grande île de Grèce. Elle est sur la côte ouest et c'est une île absolument magnifique où j'ai passé toute mon enfance, tous mes étés. Donc c'est une île que je connais absolument par cœur. C'est ton coup de cœur, quoi. C'est mon petit paradis terrestre, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est une île qui est restée très nature, très peu urbanisée. Et du coup, ça reste une belle aventure. Je pense que ça peut être une belle aventure. Pour répondre aussi donc, de mon côté, donc évidemment, cette idée-là me plaît beaucoup. Dans les projets futurs, avec ma chérie, il y a aussi la traversée des Dolomites en Italie, donc la chaîne de montagne italienne, qui, à mon sens, est aussi une des plus belles au monde. Donc voilà, je pense que ça fait partie des prochains défis. J'ai aussi évidemment le GR10. Donc si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est les Pyrénées. Plus de 1000 km. Alors évidemment, je ne vais pas faire 1000 km. Hein. Non, en 21 jours, en 21 jours, c'est pas possible. C'est et je pense même que je ne vais pas faire 600 non plus, parce que comme je l'ai dit précédemment, je pense tabler sur un objectif de 20 à 25 par jour et pas forcément du 30. Pour profiter mais un bon 400, 450 km sur une bonne quinzaine de jours, voire un peu plus dans les Pyrénées, ou dans cet esprit-là en tout cas, moi ça me plairait bien. Et aussi, oui, ça m'a traversé l'esprit hier. Moi je me méfie. Oh là 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 là. J'ai entendu dire qu'un certain Fredon en Nouvelle-Zélande avait tenté de partir. La Nouvelle-Zélande, ouais, ça peut être pas mal. Et de faire le parcours en gros de Frodon Saké en Nouvelle-Zélande. Ainsi que de Sam Gadji, donc en Nouvelle-Zélande. Voilà. Alors, pour la question suivante, c'est. Ange Nature. Ange Nature. Qui nous dit bonjour monsieur le Dahu, durant votre périple, comment avez-vous fait pour ne pas craquer sans l'amour de votre vie? Même question pour Alain. Mental, hein, c'est tout. Voilà. C'est de la moraline. De la moraline, du Motivex. Après voilà, elle savait que de toute façon on allait revenir. Moi je dirais même mieux que ça. Hein. Mon cœur t'étais pas là, mais il y avait Alain. Hein. Voilà. Occupé l'un de l'autre. Oulala, ça devient chaud. Avec la vue et tout derrière, il manquerait plus qu'un petit verre de rosé et puis c'est bon quoi. Question suivante de Vanessa qui nous dit. On peut dire qu'il y a un drone qui est en train de tourner. Il y a un drone qui tourne autour de nous depuis tout à l'heure et qui est en train de bousiller la vidéo. Enfin, c'est pas grave. On reste concentré. Donc, Vanessa qui nous dit bonjour. Pour moi, c'est question matérielle. Donc, les sacs, capacité du sac. Alain? Alors, moi, c'est un Osprey. Moi, je me rappelle même plus. C'est un 48 litres. Ok, c'est ça, c'est un 48 litres. Si je ne dis pas de bêtises, il fait 1,2 kg. Moi, c'était un 2 heures, c'était un 50 plus 10, donc 50 litres hein, du coup. J'avoue que le plus 10 a quand même servi. Maintenant, au niveau du poids, je crois que le mien était un peu plus lourd que le tien. C'était sur du 1,6 kg, voire même peut-être 1,7 kg pour celui-ci. Mais bon, voilà, donc en gros, je pense qu'un 50 litres, si on n'est pas en autosuffisance à 100%, dans ces cas-là, ça passe. Maintenant, il est vrai que pour une autonomie complète et une quinzaine de jours en nourriture, je pense qu'un 70 litres fera mieux l'affaire. Ouais, parce que après, c'est vrai que les lyophilisés, la nourriture déshydratée, ça prend de la place, c'est ce qui prend le plus de place et même le plus de poids au final. Avec les barres énergétiques, ça va vite. Sac de couchage, alors c'est facile, on a le même. On a le même, Ferrino. Voilà, on a pris la marque Ferrino, c'est le sac de couchage Light 800, duvet de canard, si je dis pas de bêtises, il me semble. 800 grammes, 860 grammes, hein, c'est pour ça que c'est son nom. Oui, entre 8 et 900 grammes, je crois, donc il est assez léger, température confort, on est sur du 0 degré confort, je crois.
C'est pas fait pour descendre à moins 10. Hein. Maintenant, après, c'est toujours pareil. Hein. Vous mettez. Moi, dedans, j'avais un petit sac à viande et j'ai toujours dormi tout nu dans mon sac de couchage. Et je n'ai jamais eu de problème. Je dormais comme un caillou. Hein. Ah, ouais. Après, je suis un peu rustique, mais la plupart du temps, je n'ai même pas utilisé mon sac à viande, pour dire quand même. Bah, je crois même que le premier soir, il me semble que tu n'as même pas utilisé le sac de couchage. J'ai même pas utilisé le sac de couchage le premier soir. Ouais, juste le sac à viande. Ben, j'ai eu un peu froid, mais ça a été. Un petit peu, mais ça a été. Honnêtement, j'ai vraiment. Matelas. Alors, c'est un matelas gonflable, pour ma part, matelas gonflable Nemo. Ok, voilà, pour ma part à moi, c'est un Sea to Summit. C'est un 60 cm de large, un 190 cm de long et un 6 cm d'épaisseur. Je crois que le tien c'est 8 il me semble. Un bon comme ça, ouais. Très léger, très léger, qui isole parfaitement du sol. Donc pour vous dire, hein, si j'ai dormi comme un caillou, c'est grâce à mon matelas et à mon duvet, ça ah bah sûr, ça, il n'y a pas de secret. Ça, de toute façon, dans la randonnée, dans le bivouac, hein, dès qu'on fait de l'autonomie, il faut du bon matériel. Voilà. Donc voilà. Nemo. Nemo Ferrino, déjà pour le couchage. Il est content de son Nemo. Pour ma part, la tente était Nemo aussi. Je suis assez content de ma tente, mais ça, on en parle après. MSR. Ah, on nous demande la gourde filtrante. Très bonne question parce qu'on a eu nous-mêmes une surprise. Alors nous avons, Cédric et moi, nous avions la gourde, le filtre Sawyer que nous avons acheté sur Amazon. Sur Amazon, moi sur Arclight. Environ 30 €, c'est grand comme ça. C'est une petite paille en fait, hein, voilà. C'est une paille filtrante, rien de plus, qui permet de filtrer l'eau qu'on va récupérer dans un ruisseau. Avec une poche bien sûr. Avec une poche, hein, voilà. Bien sûr. Seulement, la petite surprise désagréable un peu qu'on a eue, c'est que ça fuit. Les deux, elles fuient. Ouais, les deux fuient, alors manque de bol, hein. En plus on les a pas achetés en même temps. Donc par contre, en revanche, Mathias qui était avec nous, lui avait une espèce de petite flasque avec un filtre intégré. C'est ça. De la marque Katadyn, donc le double du prix de notre paille filtrante, mais plus cher, ouais. beaucoup plus efficace. Plus de rendement au niveau d'eau, hein, voilà, ça coulait plus rapidement et c'était beaucoup plus facile à transporter, beaucoup plus léger, plus compact, Franchement, je recommande ce produit Katadyn. Ouais, une petite flasque avec un filtre intégré. Ça permet de remplir ses bidons parce que après, au niveau gourde, à notre niveau, c'était des bouteilles plastiques basiques de 1 litre. Voilà, j'en avais 2 et une petite flasque souple que j'avais à l'avant. Voilà, tout simplement. Avec des gros goulots pour pouvoir les remplir facilement. Réponse, hein. Voilà. La question, c'est aussi au niveau du matériel. On nous a demandé en l'occurrence, au niveau de l'énergie, puisque vu qu'on passait notre temps à filmer, comment on a fait à être en autonomie sur les téléphones portables, les caméras GoPro, les lampes frontales. Qu'est-ce qu'on a utilisé en gros pour pouvoir tenir sur 19 jours, tous les jours, sans avoir une prise secteur? Je te laisse répondre en premier ou je réponds en premier? Bah, vu que j'ai posé la question, vas-y. Hein. Ok, bon, alors pour ma part, j'avais pas de GoPro véritablement à recharger, juste mon téléphone, ma frontale et ma montre. Et j'ai utilisé un panneau solaire de la marque, toi tu as le même? PowerTech. PowerTech, très compact, et une powerbank de 10 000 mAh. 25 000 pour ma part, mais j'avais une GoPro en plus et un appareil photo. À aucun moment je n'ai été embêté d'un point de vue énergétique sur toute la durée du parcours. Voilà, donc en gros l'astuce était simple, le panneau solaire accroché sur le sac à dos, relié directement par un câble USB sur une batterie powerbank. Du coup, forcément le panneau solaire alimente toute la journée notre batterie, la recharge environ 5, 6, voire même 7000 mAh à la journée si on avait vraiment du soleil. Et du coup, avec 7000 mAh, c'est très facile de recharger un appareil photo, un portable, GoPro, et ça tous les jours, tout le long. Quoi, hein. J'ai pu recharger à plusieurs reprises mon téléphone portable avec mon panneau solaire. C'est bien ça. Excusez-moi si je vous ai importuné, je passe à côté. C'est pas grave, je faisais un peu de freestyle, mais je pilote bien. Mais on a vu ça. On a vu ça. Passez une très bonne journée. Passez une très bonne journée. Au revoir, monsieur.
Et donc voilà. On va reprendre la question. Je pense que oui. Sinon, ça fera une petite apparition dans la vidéo. Hein. Voilà. C'était le pilote du drone. C'était le pilote du drone en voilà, direct qui live, qui tourne autour de nous depuis le début de la vidéo. Oui, donc, parce qu'il faut savoir qu'on a choisi ce créneau horaire pour faire la vidéo une fois dans la semaine. Et évidemment, il faut qu'il y ait un droniste. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pilote un drone. C'est un peu ça. Mais c'est la base. Du coup, donc on était sur la question de l'énergie. La question justement qui vient juste après, Alain, c'était pour l'orientation. Quel matériel on a utilisé pour s'orienter? Alors certes, c'est balisé, mais mine de rien, on avait une carte IGN que Mathias nous a fournie du coup. Alors Mathias avait une carte IGN au 1,75 000, donc 1 cm, 750 mètres. Pourquoi 1,75 000? Parce que le parcours était quand même assez grand. C'est ça. Donc avoir une carte 1,25 millième par tronçon, donc on aurait eu 1 million de cartes, ça aurait été un peu compliqué, ça aurait pesé lourd. Mathias avait largement anticipé ce détail et avait en fait tout simplement découpé tout le parcours du GR sur des cartes 1,75 000 et du coup avait chaque tronçon dans sa poche. Ça permettait de donner un a priori et un aperçu du parcours pour les détails, les particularités. Je dirais en grande ligne, dans les grandes lignes, on va dire. Surtout pour les dénivelés en fait. Voilà, du tronçon. Donc après, nous à notre niveau, nous avions une application qui s'appelait Open Runner, où le parcours était intégralement enregistré. Et toi Cédric, tu avais aussi la Garmin. La Garmin, donc c'est tout simplement une montre GPS, donc par satellite, sur laquelle j'ai rentré le tracé. J'ai juste rentré le tracé GPX qu'on avait tracé juste avant en fait sur Garmin Connect et sur Open Runner. En récupérant le tracé, on pouvait le suivre à la lettre, parce qu'honnêtement ça marchait au mètre près. La montre ne nous a jamais trompé. Et ouais, voilà. Ça c'est une réalité. Sur plus de 550 km de parcours, on n'a pas eu de soucis, sauf les pertes de réception satellite qui de temps en temps ont pu avoir lieu, notamment en Italie. En même temps, il n'y avait pas le plus beau des temps. On a les niveaux météo, on a eu pas mal de couvertures nuageuses, de brume et autres. Et ça joue beaucoup sur la réception satellite. Mais ça dure quoi? C'était l'espace de 3 minutes, ça ne nous a pas beaucoup gêné, on va dire. Ça nous a pas du tout gêné. Question suivante. Alors là c'est Agathe Blaze qui nous dit: bonsoir, je voulais savoir si vous avez eu des clashs, car 3 semaines à rude épreuve et 24 heures sur 24 ensemble, et aussi quel endroit avez-vous préféré? Donc pour ça on a déjà répondu. Ouais. Est-ce qu'on a eu des clashs? C'est la question. Alors nous, on n'a pas eu de clash. On a pu avoir des désaccords, mais ça s'est toujours réglé de manière très diplomatique. 100%. Ouais. Parce qu'on sait que 3 semaines ensemble, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il y a des désaccords. Ça, c'est humain. On peut pas tout le long avoir les mêmes envies, les mêmes idées. Mais lorsque désaccords il y a eu, ils ont été réglés d'une manière simple et diplomatique. Il n'y a jamais eu d'éclat de voix, mais je dirais d'une manière générale, on s'est tout le temps bien entendu et il n'y a eu vraiment aucun souci majeur. Voilà, je rejoins entièrement l'avis d'Alain à 200%. On est tous différents, on a tous une mentalité différente, une vision des choses différentes, même si on fait la même chose, même si on fait le même projet. Alors certes, il y a des niveaux sportifs qui peuvent différer, donc des personnes plus aptes à aller vite, à aller moins vite, des gens qui aiment plus prendre des vidéos, voilà, c'est un peu moi, ou des photos. J'imagine que c'est pas toujours forcément agréable. Enfin, dans tous les cas, pour moi, ce que je retiens sur ce trek, c'est que malgré les différences de chacun et la longueur du parcours, tout simplement dans le temps, ça a été vraiment une très belle expérience, et aucun de nous, je pense, en gardera un mauvais souvenir. Que ce soit Mathias qui nous a rejoint, Dolph Touring qui malheureusement s'est blessé vers la fin, mais qui était là et qui a continué le plus possible vers l'objectif final, on va dire. Et puis nous deux qui sommes aussi donc arrivés au bout malgré mon pied. Non, je pense que pour répondre à cette question, non, honnêtement, il n'y a pas eu de clash à proprement dit. Non, aucun clash. Alors, la question suivante de Alain Épinette Oups qui nous dit: alors bravo les Dahu, pourquoi pas. Beau parcours. C'est la team Dahu. C'est ça. Je pense que le lien pompier n'est pas un hasard, et au plaisir de vous lire. Donc d'avoir la réponse. Alors au niveau du boulot, on n'a rien fait par rapport au travail. Non, c'est perso, c'est totalement perso. personnel en fait. Il n'y a aucun rapport avec le travail ni notre fonction.
La preuve, Mathias nous a rejoint, il n'est pas sapeur-pompier et il a trouvé sa place avec nous à 200%. Je pense qu'il a beaucoup aimé l'état d'esprit et le petit groupe dans lequel il s'est greffé. Voilà. Donc après, non, oui, par rapport au travail, après c'est sûr qu'on représente toujours notre institution. Hein, 100%, bien sûr, c'est ça sûr. Pas de souci, mais quand on dit qu'on est pompier, c'est toujours une image qu'on présente. Mais à proprement parler, non, il n'y a pas eu de challenge ou de rapport avec le corps des sapeurs-pompiers. Voilà. Avec notre institution. Non, c'est à notre initiative, c'est-à-dire que voilà, Alain a l'habitude de partir aussi à la découverte, de voyager, de voir pas mal de choses, donc c'est quelque chose qu'il a dans le sang. Moi, la montagne, plus généralement la montagne, c'est depuis tout petit avec mes parents, donc j'ai déjà fait quelques trekking avant et je compte en faire encore. Pour Dolfo Touring, lui c'est le montagnard pur, hein, c'est un alpiniste relativement chevronné, donc pour lui c'est quelque chose qui était naturel de venir avec nous. Et pour Mathias, on l'a rencontré sur le terrain et il s'avère qu'il partageait plus ou moins les mêmes idées, les mêmes passions. Il a même pour projet de faire le GR20 et autres. Donc voilà, non, il n'y a pas de rapport vraiment avec les sapeurs-pompiers, c'est plus une histoire d'amitié, de cohésion et de découverte, de voyage, et je pense que c'est plus axé là-dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on passe à la question suivante de Martine Timon qui nous dit « Vous ne vous êtes pas lancé dans cette belle aventure sans un motif précis. Je suppose que vous êtes pompier, parce que vous posez devant la caserne, et encore bravo et belle performance. » Donc déjà, merci, tout simplement. Merci beaucoup. Alain, je te laisse répondre. Alors, est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure avec un but précis? Traverser les Alpes, c'était mon but. Voilà, c'était en fait, oui, ouais. C'était le challenge, voilà, c'était le challenge, le défi de pouvoir traverser les Alpes avec un temps qui nous est donné, dans lequel malheureusement on ne pouvait pas faire plus. Alors il est vrai, on aurait pu se dire on fait une dizaine de jours cette année, une dizaine de jours l'année d'après. C'était le défi. C'était le côté défi sportif qui a été relevé pour tous les trois au départ. On savait les enjeux, on savait qu'on n'avait que 19 jours et pas un de plus. Donc le but précis, je pense réaliser tout simplement notre objectif, essayer d'aller... j'irais dire le plus loin possible, ouais, voilà, dépasser nos limites. C'était ça, c'était après l'instigateur véritable du projet, c'est Cédric. J'avoue que moi je n'aurais pas pensé tout seul faire la traversée des Alpes, et comme j'aime les défis, j'aime les challenges sportifs, j'aime un peu parce que traverser les Alpes, ça induit automatiquement, avec un sac à dos, ça induit automatiquement un peu de rusticité, du physique, du mental. Et voilà, c'était ce challenge-là, c'était ça qui me plaisait. Après, en tant qu'ancien militaire de l'armée de terre, c'est quelque chose auquel je suis habitué, auquel j'ai été pas mal habitué. En plus, j'ai été scout, militaire, maintenant je suis pompier. Donc mentalement, je pense que l'équipe, ça me faisait pas peur. Je savais que j'avais confiance des personnes avec qui je partais. Voilà, moi je dirais plus que le gros défi c'était aussi l'aspect humain, parce que passer du temps comme ça, c'est vrai, 3 semaines non-stop, soit ça peut très bien se passer, comme ça a été le cas, soit ça peut très mal se passer. Malheureusement terminer voilà, de manière chaotique. Voilà, et comme j'aime bien tous les défis en tout genre, que ce soit physique et humain, voilà. C'est une excellente réponse. Alors, question suivante, c'était tout simplement au niveau de l'alimentation. On nous a demandé si c'était facile de s'alimenter sur le GR5, si on arrivait facilement à trouver de la nourriture, ou si justement il vaut mieux être en autonomie et se débrouiller. C'est très facile de trouver de la nourriture sur le GR5. Ça c'est clair, la réponse ne peut pas être mieux que ça. Voilà. Il y en a de partout. De la nourriture, de l'eau, il y en a de partout. Nous on avait de la nourriture déshydratée. On avait une réserve de 72 heures en gros. On pouvait tenir 72 heures en autonomie 100%. Après on avait 10 petits déjeuners, mais tous les refuges, à la période où on est allé, tous les refuges sont ouverts. Tous les refuges sont en mesure de vous servir un repas, sont en mesure de vous offrir un couchage aussi, parce que des refuges complets, on a peut-être dû en trouver un ou deux, mais... alors c'est vrai qu'on était en début de période, on est parti début juillet. Peut-être que vers le mois d'août, il vaut mieux réserver à l'avance. Ouais, entre mi-juillet et mi-août, oui. Là, c'est nécessaire de réserver. Après, quand vous descendez des fois dans les vallées, dans des villages, il y a des épiceries, il y a des supermarchés. Ah, mais complètement. Ça nécessite peut-être de faire un petit détour sur votre parcours, mais
Du coup, vous trouverez toujours de quoi vous alimenter. Il y en a pour tous les budgets. Alors, il y a une question qui nous a été posée pendant le trek. Pourquoi une tente chacun? Tout simplement, pourquoi une tente chacun? Et à l'issue de la réponse, évidemment, est-ce qu'on recommencerait à faire la même chose ou pas? Je vais répondre moi d'abord à la question parce que c'était aussi de mon initiative d'avoir une tente chacun, tout simplement. Ça a été un gros débat au tout début de l'aventure de savoir est-ce qu'on prend une T2 et une T1 vu qu'on était 3. Le résultat qui en est tombé de prendre chacun sa tente, c'est qu'on s'est dit le parcours va être très long. Et vu qu'on a du matériel qui est relativement léger, pour ma part c'était 1,090 kg pour ma tente, je crois que Dolfou c'est 900 grammes, donc quasiment 200 grammes de moins que la mienne. Moi c'était 1,5 kg parce qu'elle était un peu plus grande. Un petit peu plus grande. Du coup on s'est dit on va peut-être essayer d'avoir chacun notre confort, chacun notre intimité tout simplement, parce que c'est vrai que sur une journée de 10-12 heures de marche, arriver le soir ça peut faire plaisir d'avoir son confort. Et au final, je me suis rendu compte sur le trajet que ce fameux confort que je pensais obtenir en ayant ma tente, c'est plus retourné contre moi qu'autre chose, pour la simple raison qu'au bout d'une semaine de marche et plus, la fatigue se cumule. Et c'est vrai que si on n'a qu'une seule tente à monter plutôt que deux, du coup qu'une seule tente à démonter et à ranger plutôt que deux le soir quand on arrive à plus de 21 heures sur un camp, je pense que c'est pas mal. Et même en termes de poids au final, même si la mienne ne fait qu'1 kg, je pense que si je m'étais séparé de ces 1 kg, j'aurais peut-être pu prendre, admettons, la popote que Alain avait dans son sac et lui la tente. Et du coup, on se serait allégé tous les deux. On aurait alterné tout simplement. On aurait tout simplement alterné. Et du coup, on aurait à la fois un sac plus léger. Du coup, niveau confort, ça aurait pas dérangé plus qu'autre chose. Plus de rapidité. On s'est parfaitement entendus tous les deux. Donc il n'y a eu aucun souci. Ouais. Donc il n'y a pas eu de... On a dormi pas mal de fois ensemble. Je crois qu'on a dormi presque au moins 6 ou 7 nuits, tous les deux dans la même tente. Donc du coup, au final, on n'aurait pris qu'une seule tente, c'était nickel, quoi. Voilà. Eh bien écoute Alain, on a encore une petite question matérielle qui ressort, c'est au niveau vestimentaire, tout simplement, au niveau des chaussures. Excellente question. Excellente question, c'est clair. Alors qu'est-ce qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on changerait, tout simplement. Et puis surtout... comment dire, par rapport aux qualités, poids, taille, tout ça, en gros, quel est le matériel le plus adéquat pour une aventure comme celle-ci? Alors personnellement, moi je suis un minimaliste, je fais des trails, des ultra trails et je cours en drop 0 avec des chaussures très légères qui sont les Salomon S-Lab Sense 7 Soft Ground. Alors ce modèle, je l'ai poncé et reponcé. J'ai commencé au S-Lab Sense 3 et j'en suis au 7. Et je n'ai jamais eu aucun problème avec ces chaussures. Alors elles sont très aérées, très légères, mais automatiquement, quand il fait très chaud en montagne, le pied respire. Et ça c'est très important. On évite les cloques. Voilà. Pour ma part, c'est vrai que le pied respire, le pied n'est pas humide, on évite les cloques. Je n'ai eu aucun souci de ce côté-là. C'est du minimaliste. C'est pas donné à tout le monde. Elles sont assez chères. Et beaucoup m'ont dit que j'étais un petit peu fou de partir avec ça. Je continue à maintenir ça. Même s'il a mieux terminé que moi au niveau des pieds, je maintiens qu'il est complètement fou de partir avec ça en montagne. En attendant, pour lui, ça lui va. Bon, voilà, exactement. Ces chaussures me vont très bien. Je n'ai rien à dire. Si je dois repartir demain, je reprendrai exactement les mêmes chaussures. Salomon S-Lab Sense 7 Soft Ground. Voilà. Là, mieux que ça, tu pouvais pas dire. Voilà, c'est le modèle. Pour ma part, je ne rejoins pas son avis sur ce type de chaussures parce que je suis encore à l'ancienne école. Par contre, j'ai tiré une grande leçon quand même de ce qu'il m'a expliqué et de toute façon, je l'ai vécu en direct live. Le Gore-Tex, voilà, il y a deux écoles, Gore-Tex, pas Gore-Tex. Moi, j'ai toujours été école Gore-Tex. Je pense que cette fois-ci, je réfléchirai à 2 fois. Pas parce que ça ne fonctionne pas. Le Gore-Tex est excellent pour l'étanchéité. Je ne dis pas le contraire. La respirabilité aussi, normalement, mais quand les températures sont de 30 degrés à 30 km par jour avec une paire de chaussettes, c'est un peu plus complexe. Ouais. Du coup, je pense que l'un des facteurs qui m'a le plus aggravé au niveau des pieds, je pense que c'est tout simplement le Gore-Tex. À mon avis, j'ai beaucoup transpiré. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est une certitude. Le pied a dû chauffer énormément dans la paire de chaussures. Surtout que c'était une chaussure relativement rigide que j'avais. C'était une paire de trail de la marque Sportiva, qui est une très bonne chaussure vu qu'elle a terminé le GR. Elle n'a pas bougé. Les crampons sont impeccables. Il n'y a que mon pied qui est mort. Après,
Donc voilà, non, je pense que pour la prochaine fois, en tout cas pour ma part, je partirai plus avec une paire de chaussures de trail non étanches, hein, donc non Gore-Tex pour la respirabilité, si évidemment elle se fait toujours dans les saisons juin, juillet, août, septembre, pour pouvoir tester et vous dire mon ressenti plus tard, parce que j'ai pas le recul pour ça. J'ai toujours eu une paire de Gore-Tex jusqu'à maintenant, donc voilà, c'est un peu la leçon que je vais tirer là-dessus. Tenter de ne pas mettre une paire de Gore-Tex. Par contre, je resterai quand même avec un drop parce que bon, ben, je suis pas minimaliste du tout. Mes pieds l'ont prouvé sur le GR qui sont pas minimalistes non plus. On va tenter de protéger les potons quand même un minimum. Voilà. Au niveau vestimentaire, par contre, là où je maintiens le Gore-Tex, et ça a fait ses preuves sur le GR, on s'est pris 2 gros orages, un après-midi, l'autre une journée complète. Bah, c'est tout simplement sur les pantalons Gore-Tex, les vestes Gore-Tex, éventuellement des guêtres. Alors les guêtres, si on n'a pas en chaussures Gore-Tex, ça n'empêchera pas l'eau, mais toi ça t'a bien empêché pour les caillasses. Moi j'avais des petites guêtres de course à pied Red Light qui m'ont servi quasiment tout du long, puisqu'elles empêchaient déjà tout simplement qu'il y ait des plein de petits cailloux, brindilles ou que sais-je encore, rentrer dans la chaussure, parce qu'au tout début je les mettais pas, et à force de m'arrêter pour retirer les quelques cailloux qui étaient rentrés dans ma chaussure, au bout d'un moment, c'est vrai que je les portais tout le temps. Une bonne Gore-Tex bien épaisse, un bon pantalon Gore-Tex. Exactement. Voilà, ça c'est le plus important. C'est ce qui nous a tous les trois le plus sauvés, parce que voilà, on a pris une journée complète de pluie, on a pris la neige au niveau du col de Mercière, au niveau d'Isola 2000. Les températures, on n'a pas besoin de faire un dessin. Il neige, c'est entre 0 et 3 degrés, c'était pas dans le négatif. Avec le vent, le ressenti faisait mal. Ouais, le ressenti faisait très mal. Du coup, il est clair que si on doit donner un gros conseil niveau matériel, pour généraliser le tout, un bon sac à dos d'au moins 50 litres, tout simplement. Du matériel de couchage qui soit en accord avec ce que vous allez faire. Si vous partez en Islande ou en Norvège, il vous faudra un sac confort à moins 5, moins 6 degrés. Pour ce qu'on fait nous en montagne, c'était ce qu'on avait, c'était très bien. 0 degré confort, franchement c'est le top. Pas forcément du Védois, ça coûte cher. Et puis bon, après c'est l'ultralight, c'est vous qui voyez, tout dépend du budget. J'avais le mien, je m'en suis servi 2-3 fois, mais je n'ai pas regretté de l'avoir pris. Voilà. Alors comme je dis toujours, il vaut mieux dormir 2 heures bien que 4 heures mal. Ça, le sommeil, c'est le moment où votre organisme il va récupérer de toute la journée de malade que vous lui avez fait endurer. Donc c'est hyper important. Ce sont des détails qui font la différence au niveau de la récup. Voilà, vraiment, le sommeil, c'est le moment où votre organisme récupère. Donc vous ne devez absolument pas négliger ce détail non plus. C'est clair. Donc voilà. Bon écoutez, on va pas rentrer dans les détails au niveau matériel et autres, parce que de toute façon le sujet de la vidéo c'était de répondre à vos questions. Donc on a tout simplement répondu à l'essentiel de toutes les questions qui m'ont été posées sur Instagram et sur Facebook. Je m'excuse par avance si j'en ai oublié quelques-unes. C'est notre première vidéo en fait qu'on fait tous les deux. On a posé ça dans un cadre assez simple. Donc voilà, c'était un petit essai. On en refera sûrement d'autres, je pense. En tout cas, j'espère qu'ils seront un peu plus peaufinés, un peu plus recherchés. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de faire cette aventure tous les 4. Je dis bien tous les 4 parce que je n'oublie pas Dofu Touring et Mathias qui ont été essentiels à l'aventure, notamment Mathias qui s'est rajouté par la suite. En ce qui me concerne, Alain, pour moi, je te l'ai déjà dit auparavant, voilà, c'est notre première vraie aventure tous les deux, et honnêtement je pense qu'il y en aura d'autres parce que j'ai passé tout simplement un séjour exceptionnel. C'était juste incroyable. Rien à te dire là-dessus. Moi j'ai découvert un Dahu en cavale avec un mental quand même vraiment hors du commun. C'est vrai qu'il m'en a fallu un petit peu quand même. Qui avait les pieds en sang, mais qui avait toujours le sourire, très important. Ça, en montagne, c'est la base. Un très bon état d'esprit, jamais râleur. Et toujours ouvert aux propositions d'itinéraires, quand on a eu notamment les grosses intempéries au col Mercière. Voilà, on a pris la décision de temporiser, on l'a prise tous ensemble, et quand c'est bien amené, je pense que c'était une excellente décision quand j'y repense à chaque fois. Parce que la sécurité sur le parcours, la sécurité personnelle, c'est quand même hyper important. Donc à un moment donné, le projet, on le met de côté si ça concerne la sécurité. Voilà, une personne avec un mental et puis un état d'esprit ultra positif, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et après, ça fait toujours plaisir. Il y avait du fromage, il y avait de la bière, il y avait du saucisson. C'est vrai qu'on était pas mal. C'est difficile à pas avoir la patate, quoi. Dans un cadre vraiment exceptionnel. En pleine montagne. C'est vrai que, mais quand on a une blessure au pied en permanence sur des semaines, des kilomètres et des kilomètres, au bout d'un moment, c'est vrai que ça entame quand même un petit peu. Ça peut entamer, et honnêtement, tu as démontré des qualités on va dire que dans mon malheur, assez incroyables.
c'est dès le deuxième jour que j'ai commencé à avoir des cloques aux pieds. Hein. Dès le deuxième jour, les pieds ont commencé à chauffer. Donc on était à peine à 60 km de traversée sur plus de 560 et j'avais déjà des belles cloques qui commençaient vraiment à faire douiller. Qui se profilaient, qui commençaient à arriver. Donc ça a été... je pense même que ça aurait pu être très problématique si j'avais pas réussi, et grâce à toi aussi, à gérer, à temporiser après, ce qu'il faut dire, c'est que tous les matins, tu te levais plus tôt. Ah ouais, pour arriver à penser les bobos. Et tous les soirs, tu te couchais plus tard. Forcément. Voilà, donc c'est... Du coup, je pense qu'on n'a pas fait le même trek en fait. Tu vois de ce point de vue-là, Bon, en tout cas, voilà, pour nous, ça a été un plaisir de pouvoir tout simplement participer à ce GR avec vous, parce que vous étiez avec nous, du coup, hein, le fait de regarder les stories, le fait de nous envoyer des messages, de nous encourager, de commenter, de poser des questions, même si, je le répète encore, je suis désolé de ne pas avoir pu répondre sur le parcours. En plus, j'ai perdu mon téléphone portable lors d'un orage avant Montgenèvre. Donc voilà, encore un grand merci, ça nous a motivés, ça nous a encouragés et surtout, ça nous motive d'autant plus pour repartir, refaire une aventure et sans parler forcément de trekking ou autre, de repartir dans le Mercantour, faire la cime du GS par exemple. Ah oui, ça a programmé. Qui serait un programme à faire, que je t'ai promis d'ailleurs avec Mathias si c'était présent. Donc je pense que dans les prochaines aventures du Dahu, quand j'aurai réparé mes pieds qui partent complètement en lambeaux, en tout cas, je vous invite à suivre aussi le compte Instagram de Alain, donc Alain Regnault ou Runner Passion Regnault, voilà, qui est sur Instagram, qui va, je pense, continuer à mon avis à crapahuter en montagne, j'en suis sûr. Comme d'habitude. Après, moi, je suis moins... Plus dans le contenu, bien sûr. Dans le contenu, je mets beaucoup moins de choses. Je suis beaucoup moins actif que Dahu en cavale. Après, je mets toujours quelques petites publications. Ça va venir. Déjà, tu es là, tu fais une vidéo. Bientôt, je deviendrai vrai influenceur comme toi. Magnifique. C'est vrai. C'est quand même pas mal. Hein. Pour information, on est en dessous de la tête de chien. On s'est dit que on allait faire la vidéo à l'endroit où on a terminé. Hein, plus ou moins. Après, on a terminé de l'autre côté. On a terminé devant la porte de la caserne. Exactement. Mais bon, voilà, on n'allait pas se foutre devant la caserne. Hein, là, le cadre est pas mal. est quand même assez exceptionnel. Bon, les amis, en tout cas, on vous fait de gros bisous. Merci tout simplement de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous encourager en mettant le petit pouce bleu qui fait plaisir à l'issue de cette petite vidéo. À vous abonner à la chaîne du Dahu en cavale si ce n'est pas déjà fait. Hein, quand même, on y pense. C'est ça. Sur YouTube, sur Facebook, c'est la page Le Dahu en cavale. Et sur Instagram, Le Dahu en cavale. Pour nos prochaines aventures et tout ce qui en suit. Allez, bisous à tous. La bise. Ciao. Ciao.